Elle arrive un matin, pile poil à l'heure convenue. Chloé, quand elle est là, elle est bien là. Cette clarinettiste inspirée, compositrice, joueuse, est aussi gardienne d'étoiles. Elle aime la voûte mystérieuse qui nous sert de ciel, la nuit surtout évidemment. Les étoiles, elle a vraiment la tête dedans et se nourrit aussi de ces deux passions jumelles, la musique et le ciel. Chloé Marcini aime comprendre comment les choses fonctionnent, a l'esprit mathématique, la fibre scientifique, et se fixe comme objectif de toujours rester en recherche, voir sa vie comme un laboratoire, toujours tourné vers ce qui viendrait apporter du vivant dans les cœurs. Chloé partage avec nous quelques-unes de ses convictions et les émotions qui les accompagnent, notamment la musique. Comment elle s'en est approchée, comment elle l'a apprivoisée et comment tout ça a fini par remplir son horizon et son univers. Chloé Marcini, vue du dedans. Carnet de bord du capitaine, note supplémentaire. Comme notre mission n'était qu'une simple routine, nous étions descendus sur cette planète sans méfiance. Toute petite, j'ai toujours été fasciné un peu par ce truc des étoiles, des planètes, etc. Mais toujours un peu de loin. Et en fait, c'est, je dirais, 1 ou 2 ans avant que j'arrive à Lausanne, donc 2014 par là, que j'ai commencé à vraiment regarder énormément de cinéma de science-fiction, parce que j'adorais ça, et à lire des bouquins de science-fiction. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait dans la science-fiction, c'était beaucoup la science-fiction spatiale. Donc j'ai commencé à regarder les films de science-fiction spatiale, autant les géniaux que les mauvais, j'ai tout regardé. J'ai regardé tout ce que je pouvais, des années 60 jusqu'à l'époque 2015. Et au bout d'un moment, j'avais plus de films à regarder. Mais moi, j'en voulais encore. Donc, j'ai commencé à regarder des séries, même les mauvaises. Et puis au bout d'un moment, j'avais plus de séries. Mais moi, j'en voulais encore. Donc j'ai commencé à regarder des courts-métrages sur YouTube, puis au bout d'un moment, il n'y en avait plus. Donc j'ai commencé à regarder des vidéos de vulgarisation scientifique. Eh bien, ça tombe très bien. Nous découvrons que la science nous parle de nous parle de nos grands-parents, de nos grands-mères, qui sont les étoiles, les galaxies et tout cela. À un moment, j'ai commencé à faire le tour des contenus de qualité, en tout cas de vulgarisation, que je pouvais trouver sur YouTube. Mais j'en voulais encore, donc j'ai commencé à lire des articles, des documents scientifiques, etc. Je me suis plongé là-dedans et au début c'était simplement un hobby, quoi, à côté de ma pratique musicale. Il y a un moment, j'écrivais des morceaux pour mon groupe, pour mon sextet. Et puis je commençais à, sans trop y réfléchir, j'ai commencé à donner des titres de morceaux qui étaient en lien avec des sujets d'astronomie. Et assez naturellement, en concert, je me mettais à en parler, en fait, de ces trucs-là. J'avais un morceau qui s'appelait 11,2 km par seconde, qui est sur mon premier album. 11,2 km par seconde, c'est la vélocité de libération de l'orbite terrestre. C'est la vitesse qu'il faut donner à un objet pour qu'il puisse échapper à la gravité terrestre, pour faire court. Eh bien, ça tombe très bien. Et c'est des choses que je disais en concert, assez naturellement, sans rentrer trop dans le détail. Et en fait, il y a des gens, plusieurs fois, qui sont venus me voir à la fin des concerts et qui m'ont dit « Ah, mais c'est génial, c'est trop bien de dire ça, parce que ça nous donne un fil d'Ariane à suivre, et puis on peut se faire notre petite histoire pendant que tu joues tes morceaux. » Et là, dans ma tête, ça a fait bingo. Je me suis dit « Mais c'est génial, parce que moi, j'adore faire ça. » Et je me suis dit « Mais je vais aller à fond là-dedans. » Parce que c'est vraiment les deux trucs que j'adore dans la vie, c'est l'astronomie et la musique. Et là, j'ai la chance de pouvoir faire les deux et que ça plaise aux gens. Je m'appelle Chloé Marcini, moi je viens de France-Voisine, je suis né à Chamonix. Et j'ai grandi dans la vallée de Chamonix, puis après
dans un petit village pas très loin qui s'appelle Saint-Gervais-les-Bains. À la musique tout simplement parce que on avait des parents qui écoutaient de la musique à la maison, je pense comme dans la plupart des familles, et on avait un CD-ROM à l'époque sur l'ordinateur familial qui s'appelait Le son des instruments de musique pour Windows 95 à l'époque. C'était une encyclopédie en fait, et il y avait des sons dessus, et il y avait une page sur le saxophone. À l'époque c'était le saxophone, et quand on appuyait dessus ça jouait un petit extrait de jazz, voilà. Et moi il y a eu un coup de cœur là-dessus, et en fait quand mes parents m'ont proposé du coup de m'inscrire à l'école de musique. On y allait et on voulait du coup parler au professeur de saxophone, mais qui était déjà entouré d'une vingtaine d'élèves, donc qui était assez inaccessible. Et il y a un monsieur très sympa qui est venu me voir et puis qui m'a dit « Ah mais attends, t'aimes bien le saxophone, j'ai un autre truc à te montrer. » Et il m'a fait souffler dans une clarinette. Moi, il y a eu le coup de cœur aussi direct. À ce moment-là, j'avais 7 ans et je pense que dans ma tête, voilà, on m'a proposé un bec de clarinette avec une anche. J'ai soufflé, ça a fait poète et je me suis dit c'est incroyable de pouvoir faire ça avec un instrument. J'ai commencé la clarinette comme ça. Ma porte d'entrée dans le jazz a été, au final, ça a été assez chronologique. J'ai vraiment commencé avec la musique de la Nouvelle-Orléans, puis le jazz manouche. Je me souviens même au début quand j'ai commencé le jazz au conservatoire d'Annecy après, on nous a fait découvrir Charlie Parker et moi à l'époque je trouvais ça beaucoup trop moderne. Il y avait trop de notes, ça allait super vite. Je trouvais que c'était presque du free jazz quoi pour mes oreilles de novice à l'époque. Alors que maintenant je trouve ça parfaitement audible. Mais voilà, j'ai commencé comme ça, puis j'ai appris petit à petit. C'est vrai que d'arriver au conservatoire, ça a été génial parce qu'on avait des cours d'histoire du jazz d'un coup. Et là moi, j'ai pu découvrir plein de choses. Sinon, mes seules références avant le conservatoire, j'ai acheté une fois un jazz magazine en vacances, mais je connaissais un nom sur les 100 qui étaient proposés et il y avait beaucoup trop de noms. Donc, moi, j'avais un peu du mal à suivre, je savais pas par où commencer. Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours été assez touché par le son des instruments acoustiques. C'est un truc que j'ai toujours adoré. Même le grain qu'il y a sur les vieux enregistrements. C'est une esthétique sonore en fait qui me parle. Je trouve qu'il y a beaucoup de dynamique, beaucoup de définition. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Et en fait, on écoutait ça, puis à côté de ça, moi, j'avais ma playlist personnelle qui était sur une petite, les tout premiers lecteurs MP3 de l'époque. Et même avant, j'avais un lecteur de disques portable. Et c'était pas mal, mais mes deux grandes sœurs, en fait, qui me transmettaient un peu ce qu'elles écoutaient elles. Et puis mes amis à l'école, puis au collège, puis au lycée, qui me filaient des morceaux, quoi. Et il y avait vraiment de tout. Ça allait vraiment de Benabar à Nightwish, qui était un groupe de métal symphonique, à les Regals, qui était un groupe de chansons françaises, à du reggae. À la Requête à nous, à des morceaux de Django Reinhardt. J'avais pas du tout à ce moment-là une esthétique vraiment favorite. J'écoutais vraiment, pour le coup, c'est un peu cliché de dire ça, mais j'écoutais vraiment de tout sur ma clé USB. Ça n'avait un peu aucun sens stylistiquement parlant. Quand j'étais à l'orchestre d'harmonie, dès qu'on nous proposait de faire de l'improvisation, j'adorais ça. Je voulais à tout prix faire un solo. Alors, c'était un solo de briquet de broc avec le niveau que j'avais à l'époque et puis zéro connaissance en improvisation. Donc, je faisais ce qui me passait par l'oreille, mais j'adorais faire ça. Et je crois que ce qui m'a fait me rendre compte que ça pouvait devenir quelque chose de sérieux, c'est qu'on a eu un chef dans cet orchestre d'harmonie qui m'a beaucoup poussé, qui à un moment est venu me voir après une répète et il m'a dit « Mais est-ce que ça t'intéresserait de faire le conservatoire ?» Moi, à ce moment-là, c'était 2 ans avant mon baccalauréat. Et je me suis dit « Mais ouais, ça a l'air génial, quoi. De faire ça, de me dire que le matin, je vais me lever pour aller travailler mon instrument et avoir des cours de groupe et des cours d'histoire. Un peu comme j'avais une fois par an quand j'allais faire un stage de musique, sauf que ce sera toute l'année, quoi. »
J'ai toujours eu, même petite, il y avait un truc où tout ce qui était théorique, logique, carré, tout ce qui était les maths, la physique, etc., ça allait assez naturellement pour moi. C'était pas compliqué. Et du coup, j'aimais bien le solfège parce qu'il y a un côté mathématique au final quand on apprend la théorie musicale. Tout est transposable, tout est parallèle. Il y a quelque chose de mathématique qui, moi, me parlait, donc c'était pas très laborieux. Pour la clarinette, effectivement, au début, c'est pas évident, mais après, il y a aussi un truc, c'est que quand on commence un instrument et qu'on part de zéro, les premières années, on progresse super vite. Parce qu'on a tout à apprendre. Ce qui est facile à apprendre, ça prend vite. Les premières années, on a vraiment l'impression qu'on progresse très très vite. C'est souvent, à partir de la 3e, 4e année que j'ai un peu commencé à un peu plus stagner. Je pense à moins travailler mon instrument. Ce qui m'a vraiment motivé à nouveau, c'est vraiment ce truc de pratique collective, d'être à l'orchestre d'harmonie en fait. D'avoir des objectifs parce qu'il y avait des concerts qu'il fallait qu'on fasse, il fallait que mes traits d'orchestre y passent. Et ça me motivait vraiment à travailler mon instrument. J'ai eu de la chance aussi d'avoir 3 profs différents en fait quand j'étais à l'école de musique de Saint-Gervais. Je les remercie profondément les 3 parce que sans eux je serais pas là. Et le 3e prof que j'ai eu, qui s'appelait qui est toujours en vie, Jean-Marie Coutet, qui était absolument incroyable. Et de ces 3 profs, c'est le premier qui m'a fait vraiment jouer des vraies pièces de répertoire, que ce soit du répertoire classique, des pièces de Weber, de Mozart. Mais il m'a aussi fait jouer des morceaux de klezmer, de musique des pays de l'Est. Il m'a amené des morceaux de jazz. On a essayé de faire de l'impro ensemble. Il avait un truc très varié dans ses cours. Et il était très motivant, un peu comme le chef que j'avais eu à l'orchestre d'harmonie. Il essayait vraiment de me pousser, puis de me dire, en fait, mais tu peux aussi faire ça. Tu peux aussi faire un conservatoire si t'en as envie. C'est pas un truc réservé à une élite ou c'est pas inaccessible. Tout le monde peut le faire. Et c'est vraiment 2 personnes qui m'ont fait prendre conscience de ça. Et tout ça a fait qu'en fait, c'était pas laborieux. Moi, j'adorais, vraiment, au milieu de mon adolescence, vers 15-16 ans, j'adorais. Je rentrais du lycée, je bossais ma clarinette des fois, mais pendant 1 heure, à la maison. Après, bon, j'étais à un niveau déjà où je faisais plus trop de couacs, donc je pense que c'était supportable pour la famille. C'est souvent ça le problème. Mais ça allait assez bien, ouais. Avec la clarinette, moi, c'est ça que j'ai trouvé fascinant, c'est qu'en fait, j'entendais des amis qui faisaient du saxophone ou de la flûte ou aussi de la clarinette ou du violon et qui arrivaient à faire des sons. Et moi, j'ai toujours eu un peu ce truc de recherche de me dire, mais est-ce que je peux faire le même son avec mon instrument ? Parce que, au final, bon, c'est un tube dans lequel il y a de l'air qui circule, mais le moteur de ce tube-là, c'est nous, c'est notre système respiratoire, c'est la bouche, c'est l'embouchure, c'est tout ça. Et de la même manière qu'à la voix, on peut faire plein de sons différents, la clarinette, c'est une extension de ça, et tous ces sons, on peut les faire. On peut faire des gros glissando, des tris, des trémolos, enfin plein de sons différents qui sont fantastiques. Je crois que c'est ça que j'aimais bien, en fait, aussi. C'était ce côté sans limite de l'instrument, et ludique. Et c'est un instrument qui a un registre incroyable. Déjà, alors moi, maintenant, je fais quasi exclusivement de la clarinette basse, mais même la clarinette soprano, la clarinette normale, il y a plus de 3 octaves, il y a 3 octaves et demie et quelques. C'est gigantesque. La clarinette basse, on n'en parle pas, il y a quasiment 5 octaves. C'est plus de la moitié d'un piano. Donc ça permet d'avoir des rôles en plus dans la musique qui sont très variés. On peut vraiment faire plein de choses. C'est une sorte de piano portable, au final. J'adore cet instrument. Je me souviens juste la sensation et l'émotion que j'ai ressentie la première fois que j'ai soufflé dedans. C'était marrant. Et je crois que c'est le plus important que ce soit marrant, un instrument. Faut jamais oublier pourquoi on a commencé un instrument de musique. On commence toujours la musique parce que c'est avant tout un loisir, et c'est avant tout pour se faire plaisir. Et il faut toujours, quand on prend son instrument, ça sert à rien de commencer direct à faire ses exercices et ses gammes. Il faut d'abord commencer par s'amuser, parce que c'est pour ça qu'on a fait ça. Donc il faut commencer déjà en faisant n'importe quoi. On souffle, on met les doigts n'importe où, on essaye. C'est un jouet, un instrument de musique. On peut pas passer une vie enfermée dans une
pièce, toute seule, avec son instrument, et essayer plein de trucs. En fait, on a besoin des gens. On est inspiré en permanence par ce que font les autres. On a besoin d'écouter de la musique, on a besoin d'écouter les compositions de ses amis, de discuter avec elles et eux comment ces personnes travaillent, comment ces personnes voient la musique. C'est tout ça en fait qui nourrit aussi et qui m'apporte beaucoup de choses nouvelles. Et c'est aussi le fait des fois de prendre le parti pendant un concert, de dire bon bah là solo je vais aller complètement ailleurs de d'habitude. Ça va peut-être perturber les gens avec qui je joue, mais j'ai de la chance de travailler avec des gens qui partagent cette vision-là de la musique. Et en fait, ces gens-là, bah, du coup, vont réagir différemment de d'habitude, me proposer des choses différentes. Je vais devoir jouer avec. Le but étant à la fin que le son du groupe soit cohérent. C'est pas un processus individuel. Ce qu'on veut, c'est que le groupe sonne bien. Et pour que le groupe sonne bien, ça passe par l'écoute permanente de tout ce qui est proposé. Et tiens, tu m'as dit ça, bah, je le prends, je vais en faire quelque chose. Et je passe la balle à quelqu'un d'autre après. Et puis on va s'échanger la balle comme ça ensemble. Et ça va faire que le groupe va bien sonner. Mais du coup, on est toujours en train de jouer et en train de flirter avec la nouveauté. J'ai un prof qui me disait un truc super. Il me disait quand on fait de la musique, il faut imaginer que tu es sur un petit canoë au milieu de l'océan et que ce que tu veux faire quand tu improvises, c'est de mettre ton pied dans l'eau, donc d'aller jouer ce que tu ne sais pas jouer. Et tu vas jouer ce que tu ne sais pas jouer jusqu'à ce que ton pied soit trop profondément dans l'eau et que tu risques de couler. Donc là, tu vas le ramener dans la barque, tu vas revenir sur ce que tu connais pour sécuriser. Mais en faisant ça, tu auras ramené de l'eau dans ta barque et elle aura grandi. Et tu auras appris de nouvelles choses. Moi, c'est une phrase que j'ai toujours gardée en tête quand je joue en fait. C'est aller dans l'inconnu jusqu'à ce que... Jusqu'au moment où là, je suis tellement trop dans l'inconnu que là, je suis en train de perdre la maîtrise de ce qui se passe. Donc, je vais peut-être rejouer quelque chose qui m'appartient déjà pour reconsolider le tout. Mais en faisant ça, bah, ce petit bout d'inconnu, je l'aurai intériorisé et c'est des nouvelles choses que je vais pouvoir utiliser. Quand on joue de la musique, on a différents processus qui fonctionnent. On a les oreilles, le ressenti physique, etc., ce que j'appelle le sensoriel. On a l'intellectuel, c'est-à-dire de se dire, ah bah tiens, là je peux utiliser tel mode que j'utilise pas souvent, telle gamme en fait, tel ensemble de notes que je n'utilise pas souvent, se fixer des contraintes comme ça. Et puis on a le psychomoteur, les doigts sur l'instrument qui ont l'habitude de faire des choses, et même purement mécaniquement de se dire, bah tiens, j'ai jamais fait ça avec mes doigts. Des fois, ce qui va me pousser dans l'inconnu, c'est simplement un truc que j'entends. Ce sera purement mes oreilles, purement mon sensoriel qui va me dire, tiens, j'entends ça, et je vais aller là, et on va voir. Et puis des fois, ce sera peut-être plus intellectuel, ce sera de me dire, tiens, j'ai envie d'essayer de jouer avec ça, avec ces 5 notes-là. J'ai jamais fait ça. Et puis on va bien voir. Et même si ça part, en fait, d'une contrainte à la base qui est théorique, et derrière, c'est le mélange de ces 3 trucs, du sensoriel, du psychomoteur et de l'intellectuel, qui vont le faire évoluer, en fait, et qui vont faire grandir ce petit ensemble de notes pour l'amener quelque part. Et ouais, qui est une mise en danger au final parce que c'est quelque chose qu'on connaît pas, qu'on manie pas. Mais pour moi, c'est hyper important. C'est ce qui me touche en fait, même dans la musique que j'écoute. C'est quand il y a cette prise de risque. Quand j'écoute un morceau que je connais pas, il y a rien qui me plaît plus que de me dire ah tiens ils vont aller là, puis en fait ils vont pas là. Et ça c'est ce que j'adore parce que c'est comme ça que je découvre des nouvelles choses, des nouveaux chemins possibles et que j'enrichis mon laboratoire.
L'astronomie, ce que ça provoque chez moi, c'est que déjà je trouve que c'est un bel appel à l'humilité, ne serait-ce qu'en termes de taille et de tout ce qui se passe dans l'univers et de à quel point on est infime et on n'est rien du tout. On est très probablement pas seul, hein, donc on n'est pas si important et unique que ça. Et qu'on soit là ou pas, en fait, l'univers il continuera sa route. Et ce que je trouve génial aussi dedans, c'est que moi j'y trouve la magie que le monde dans lequel je vis ne me donne pas. De la même manière que la musique m'apporte une magie absolument incroyable, parce que c'est quelque chose d'impalpable, c'est quelque chose de pas calculable. Je crois que l'univers c'est un peu ça aussi. On essaie de tout calculer, on essaie de tout comprendre, et la science aujourd'hui essaie de répondre au comment, mais elle pourra jamais répondre au pourquoi. Jamais la science aura cette réponse-là. Ça, ce sera toujours poétique et philosophique, et ça appartient à la poésie humaine. Quand je regarde les étoiles, depuis quelques années, je fais aussi un petit peu d'astrophotographie. Quand on prend des photos du ciel nocturne, qu'après on les traite et qu'on voit les images qui en ressortent, qui sont si colorées, et quand on voit ce que l'univers est capable de créer comme chose complètement dingue dans leur fonctionnement, j'y trouve autant de magie qu'en regardant le Seigneur des Anneaux, quoi. Je trouve qu'il y a un truc tellement magique dans l'univers qui est pas palpable ici dans notre bas monde, mais quand on regarde le ciel, c'est incroyable. Cet hiver, j'ai vu un concert qui m'a vraiment fait du bien. Déjà parce que ça m'a énormément inspiré musicalement, des choses que je vais écrire sur un futur album. Donc le concert en question, c'était Géraldine Laurent, qui est une saxophoniste française, qui est venue avec son groupe. Et Géraldine Laurent, ça m'a touché de la voir en live parce que, un peu plus tôt, j'ai dit que j'avais acheté mon premier jazz magazine quand j'avais 15-16 ans. Et en fait, il y avait un disque avec ce jazz magazine. Et il y avait un morceau qui s'appelait Maple Leaf Rag, qui est un vieux morceau du début du XXe, qui était joué par Géraldine Laurent avec Henri Texier, Aldo Romano. Je me souviens plus du nom du clarinettiste, mais et je crois que c'est le premier morceau que j'ai écouté et que j'ai écouté en boucle, quoi. Parce que le son du sax était incroyable, je trouvais l'arrangement super. Et c'est un des morceaux qui m'a accompagné pendant tous mes débuts derrière au conservatoire, que j'écoutais encore et encore et encore, parce que ça avait été un immense coup de cœur. Et de la voir cet hiver, en vrai, jouer des morceaux complètement différents et bien plus modernes, ça m'a fait un petit électrochoc. De me dire c'est quand même un peu grâce à toi peut-être que je fais ce métier aujourd'hui, et voilà, donc pour moi c'est un peu en tout cas cette année c'est mon concert phare. Le morceau phare, pour moi, c'est un morceau que j'ai choisi aussi d'enregistrer sur mon deuxième album. C'est un morceau de Sun Ra, qui était un pianiste américain, qui a écrit énormément de choses très free, très complexes, mais aussi des chansons super belles, dont une qui s'appelle Love in Outer Space. C'est un peu un ovni dans sa discographie, parce que la majeure partie de ce qu'il a écrit, c'est quand même des choses assez free et complexe, mais là il y a ce morceau qui sort du lot où je me dis mais ça aurait pu être écrit par les Beatles, quoi. La mélodie est très claire, il y a quelque chose de simple et de si beau dans ce morceau. C'était vraiment un personnage assez loufoque qui était très lié à justement à l'astronomie, l'astrophysique et toutes ces choses-là. Et lui, il avait un petit peu sa propre spiritualité qu'il avait créée, et il disait qu'en fait il avait été un jour enlevé par des dieux qui habitaient sur Jupiter et qui lui auraient dit qu'il fallait qu'il soigne les maux de notre planète avec sa musique. Et il avait toute une spiritualité autour qu'il mettait en scène pendant ses concerts. Il y a des gens qui dansaient en cercle en imitant le rythme à laquelle les planètes tournent autour du Soleil. Enfin, c'était allé très très loin, quoi. Ouais, voilà. Love in Outer Space de Sun Ra.
Le musicien phare, pour moi, c'est très cliché, mais c'est vrai. Pour moi, c'est vraiment John Coltrane. Parce que je l'écoute quand je suis triste, je l'écoute quand je suis heureuse, je l'écoute quand je suis en colère. Sa musique me fait toujours du bien. Et je trouve qu'il a tellement... Je parlais de laboratoire depuis tout à l'heure. Pour moi, c'est vraiment un musicien. Sa vie, ça a été un laboratoire. Sa vie musicale a été un laboratoire. Quand on l'entend jouer dans le premier quintet de Miles Davis, il a une approche encore très straight ahead jazz, assez standard. Mais on sent déjà dans son jeu tout ce qui va venir plus tard. Il a eu un quartet absolument formidable avec Elvin Jones et McCoy Tyner, entre autres. Le contrebassiste, il y en a eu plusieurs, mais vraiment Elvin Jones, McCoy Tyner, John Coltrane, ce trio-là qui est incroyable. Ils ont créé un truc ensemble que je trouve fou. Juste en termes de connexion, d'écoute de ce qui se passe quand ils jouent ensemble, c'est absolument incroyable. Toute cette période-là où il est beaucoup dans la musique modale, moi je trouve incroyable. Dans ses compositions, il a créé des choses nouvelles aussi harmoniquement, qui existaient déjà, mais c'est le premier à vraiment les avoir exploitées, en avoir fait des morceaux. Ensuite, il a eu toute une phase beaucoup plus free, où il jouait en duo avec des batteurs. Il y avait un truc très spirituel dans sa musique, très engagé politiquement parfois, avec un morceau qui s'appelle Alabama, par exemple, que je vous invite à écouter et vous intéresser à l'histoire qu'il y a derrière, qui est d'actualité, je pense. Ouais, il a un son au saxophone que je trouve dingue, un phrasé qui est vraiment propre à lui. Je disais tout à l'heure que, en fait, l'instrument de musique, c'est une prolongation de nous et de nos cordes vocales. Et quand John Coltrane joue du saxophone, j'ai vraiment l'impression de l'entendre parler. Et que c'est facile pour lui de faire tout ça parce que c'est ce qu'il entend et puis ça sort. Il a simplement un tuyau au bout de ses cordes vocales, mais au final ça vient de lui. Pour moi, John Coltrane, musicien phare, absolument. L'album phare, c'est un album que je réécoute aussi régulièrement. C'est un truc assez récent. D'un musicien dont on parle pas beaucoup, mais pour qui j'ai beaucoup d'admiration, qui s'appelle Jean Douze-Tessier, qui est un clarinettiste, qui entre autres fait partie d'un collectif de musiciens qui ont créé un big band qui s'appelle le Umlaut Big Band. Et c'est toute une équipe de musiciens et de musiciennes qui jouent et réinterprètent et réarrangent la musique du début du XXe siècle, donc de la Nouvelle-Orléans, et il donne une touche très moderne. Et il a fait un disque qui s'appelle Post K, simplement la lettre K, donc Post K, avec son frère qui est saxophoniste, et il joue sur des vieux instruments de la musique du début du XXe, mais avec un aspect tellement moderne, c'est bluffant, c'est drôle, c'est vraiment drôle, c'est une musique qui est remplie d'humour. Je trouve que c'est hyper important, l'humour en musique. Et je trouve super en fait d'avoir des gens qui aujourd'hui essaient de jouer tel quel, entre autres, de la musique qui a 125 ans. Moi je trouve incroyable. C'est hyper fédérateur la musique. Prêt à quitter l'orbite, capitaine. En avant toute, monsieur Solo. Plan facteur 1, nous quittons l'orbite. Chloé et sa musique s'éclipsent. On embrasse l'artiste au passage. N'hésitez pas à aller écouter Chloé Marcigny en live avec son sextet et en immersion dans le projet de Louise Knobil. Chloé sera notamment au programme du festival Jazz sous les étoiles à Saint-Luc, samedi 13 septembre prochain. Prochain épisode, plus loin, plus tard, sur une autre plage. Alors? Et ce n'était encore rien. Mais si je vous dévoilais tous mes secrets, vous auriez trop peur. Vive la musique!